Et mon premier invité, c'est vous, Hugo Pallietta. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, maître de conférences à l'Université de Lille et directeur de publication de la revue en ligne Contretemps. Vous avez publié en 2018 La possibilité du fascisme, je le montre, ce livre aux éditions La Découverte. France, la trajectoire du désastre, c'est le sous-titre. Et si nous vous invitons aujourd'hui, c'est notamment à cause de ça. En plein débat sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, débattra en direct avec Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. C'est donc demain soir sur France 2, grand débat, nous dit-on, entre la présidente du Rassemblement national, parti d'extrême droite, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, ancien lieutenant de Nicolas Sarkozy, à la droite de la droite. Hugo Pallietta, est-ce que demain soir, vous serez devant votre télé pour regarder ce grand débat ? Pour tout vous dire, je préférais m'épargner une tâche aussi désagréable. Mais je pense que je regarderai parce que ce débat, à mon sens, c'est un bon indicateur du degré d'avancement de la dynamique néofasciste en France, ou pour le dire un peu autrement, du degré de profondeur de l'imprégnation fasciste du champ politique français, même si de fait ce sera un faux débat. Ou ce que Bourdieu appelait des débats faussement vrais ou vraiment faux parce que les deux interlocuteurs seront en gros d'accord sur l'essentiel et que par ailleurs, débat faussement vrai parce qu'ils débattront finalement de sujets qui sont au centre de l'attention médiatique, mais qui en réalité n'intéressent pas au premier chef les classes populaires qui se prennent, disons, dans la tête les licenciements de masse, la dégradation des services publics, notamment de santé, etc., etc. Ok, alors on va y revenir justement parce qu'on va développer tout ce que vous abordez et c'est aussi ce que vous abordez dans ce livre. Ce débat, il est annoncé en tout cas comme un grand événement, un duel qui promet, nous dit Le Parisien, d'abord parce qu'il portera exclusivement sur les questions de sécurité, d'immigration et de séparatisme, qui semblent donc être la priorité du moment pour les Français en ces temps de crise sanitaire, si on en croit France 2 et le service public. Affrontement entre deux élus qui ne s'aiment pas, nous dit-on, dans l'entourage du ministre de l'Intérieur. On affirme que le combat de Darmanin contre les Le Pen n'est pas nouveau. Il est même à l'origine de son engagement en politique. La première fois qu'il vote en 2002, c'est au moment de la présidentielle avec Jean-Marie Le Pen au second tour, raconte ses conseillers. Et dans le JDD, on apprend que la majorité mise sur Darmanin pour contrer Marine Le Pen, avec évidemment en tête la présidentielle de 2022 dans 14 mois. Hugo Pallietta, que nous dit cette mise en scène ? Est-ce qu'Emmanuel Macron a déjà décidé que le RN, le Rassemblement national, serait son seul et unique adversaire dans un an ? C'est vrai que ça fait un moment qu'il s'est choisi le RN comme en quelque sorte son meilleur ennemi, parce qu'il se dit qu'au deuxième tour, c'est confortable d'avoir l'extrême droite en face, parce qu'on peut appeler en quelque sorte les électeurs à éviter le danger que représente le Front National. Bon, le problème, c'est qu'on le fait en allant sur le terrain de l'extrême droite et que ce qu'on voit depuis près de 35 ans, en fait, c'est que plus on va sur le terrain de l'extrême droite et plus l'extrême droite progresse. Sur le temps long, c'est très frappant. Sur les 20 dernières années, c'est très marquant, puisqu'on est passé de 18% de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle en 2002 à 34% en 2017 pour Marine Le Pen au deuxième tour, et elle est annoncée, dit-on, à 48% au second tour pour l'élection à venir. Par ailleurs, on le fait à travers un personnage qui dit s'être engagé en politique contre l'extrême droite, mais qui a été militant, ou en tout cas sympathisant, manifestement, de l'Action française. Et par ailleurs, qui s'est beaucoup engagé aux côtés d'un député homophobe et de la droite extrême qui était Christian Van Est, contre l'égalité des droits au début des années 2010, et qui a été très marqué par une homophobie. Son parcours politique est marqué centralement par cette homophobie dès disons au début des années 2010. Voilà, alors justement, on va voir quelque chose qui est en résonance avec ce que vous dites. Vous savez, les enfants, ils jouent souvent au jeu des 7 différences. Nous, on a joué au jeu des ressemblances aujourd'hui, car Marine Le Pen et Gérald Darmanin, c'est une longue histoire, en effet, de convergence idéologique. Retour en 2013, vous l'avez dit, et au débat sur le mariage pour tous. Marine Le Pen, à l'époque, est contre. Mais je suis contre le mariage tout simplement parce que, précisément, je souhaite que la filiation reste le fait d'un papa et d'une maman. Et même si depuis Gérald Darmanin a changé d'avis, nous dit-il, en 2013, lui aussi était contre. Il allait même plus loin que Marine Le Pen en défilant dans la rue, en route pour la manif pour tous, écrivait-il en janvier 2013. Idem sur la PMA, les deux sont contre. Mais le législateur se doit d'apporter une protection à l'enfant avant toute autre considération. L'enfant est le fruit d'un père et d'une mère. Gérald Darmanin avait lui déposé un amendement contre en 2013. Depuis, il s'est rallié à la position
du gouvernement. Il s'agit d'être honnête avec ses économique et propres social. convictions. Mais j'ai mes convictions personnelles. Assumez-les. Je viens de vous rappeler que j'avais. Vous êtes contre. Je viens de vous Vous êtes rappeler. contre, Je viens de vous rappeler. assumez-les. Je viens de vous rappeler, Monsieur Bourdin, que j'avais moi-même déposé un amendement en 2013. Je n'ai même, même pas eu le temps de le dire vous-même. Est-ce que vous Le vous président- opposerez à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes pendant moi, le quinquennat? Mais non, j'aurai à titre personnel des convictions, mais je respecterai, je serai très solidaire du gouvernement. Et rappelons quand même que la PMA pour les couples de femmes 8 ans après n'est toujours pas votée. Alors ça c'est pour les questions de société. Sur la question de l'islam, même combat. Les mots choisis pour combattre l'islam politique sont du même registre, la guerre. Si nous sommes en guerre, alors il faut déclarer cette idéologie ennemie de la France. Et oui, l'islam politique est un ennemi mortel pour la République. Oui, il faut combattre toute forme de communautarisme. Du coup, pour eux, il faut par exemple interdire les minarets. Je crois qu'il faut, effectivement interdire les minarets, parce que les minarets, ce sont des symboles politiques en réalité. Marine Le Pen veut les interdire, Gérald Darmanin aussi l'a écrit noir sur blanc en 2016 dans son plaidoyer pour un islam français écrit pour la primaire de la droite, page 60. Il veut modifier le code de l'urbanisme pour permettre d'interdire notamment tout minaret. Et puis il y a le halal, Marine Le Pen est contre. La question que je pose sur la viande halal est à la fois une question de transparence pour les consommateurs, une question de lutte contre la souffrance animale, une question de sécurité alimentaire et une question de respect de la laïcité. Darmanin, lui aussi, est contre le halal, sans le dire très précisément. Ça m'a toujours choqué de rentrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait en arrivant un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. Voilà, en tout cas moi c'est mon opinion, c'est comme ça que ça commence, ce communautarisme. Pas mal de combats communs, une rhétorique commune sur certains sujets, voilà qui nous promet un beau débat. Hugo Pallietta, est-ce que ces deux-là, ces bonnets blancs et blanc bonnet, comme disait Jacques Duclos en son temps? En grande partie, effectivement, du fait de l'extrême droitisation de la droite, qui date pas de Darmanin. En réalité, il y a même une assez longue histoire de ça. Depuis la montée, en fait, depuis l'émergence du Front National à une échelle un peu de masse au plan électoral, c'est-à-dire au début des années 80, on a vu la droite adopter plusieurs fois cette stratégie. Donc Chirac, Pasqua en 86, campagne très droitière et ils obtiennent le pouvoir grâce à ça. Chirac en 2002 d'ailleurs fait une campagne très droitière sur les questions d'insécurité ou de ce qu'on appelle l'insécurité. Sarkozy évidemment en 2007. Le résultat, c'est effectivement ce qu'on voit, c'est à la fois une droitisation de la droite ou une extrémisation de la droite et une extrême droite qui elle reste sur ses fondamentaux. Effectivement, ces thématiques reines, l'insécurité, l'immigration, l'islam, etc. Parce qu'en réalité, ce qui est en jeu dans cette affaire de loi séparatisme, etc., c'est pas l'islamisme. Si on parle du halal, si on parle des minarets, si on parle même du hijab, etc., on parle pas de l'islamisme, on parle de l'islam. On parle de gens qui expriment leur foi d'une manière, bon, par exemple en achetant de la viande halal, on peut pas considérer qu'on est en train de lutter contre l'islamisme ou le terrorisme djihadiste, etc., à travers ce genre de mesures. Donc en fait, on voit bien que ce qui est dans le viseur, des deux en l'occurrence, effectivement, c'est l'islam et les musulmans qui sont constitués comme un ennemi de l'intérieur, comme une sorte de cinquième colonne, des traîtres à la patrie potentiels ou réels, et dont il faudrait s'occuper d'une certaine manière, et dont il faut restreindre les droits, parce que ce qui est en jeu dans cette loi, c'est une forme de... ce qu'on veut, c'est institutionnaliser une forme de ségrégation et de discrimination à l'encontre des musulmans et des musulmanes, plus ou moins sans le dire, parce qu'en fait, Darmanin sort un livre en ce moment centré en réalité autour de l'islam et des musulmans. Alors, dans votre livre, c'était il y a 2 ans, vous dressez une liste assez effarante qui résume toujours le moment dans lequel nous sommes. Je cite quelques phrases. Mouvement réactionnaire de masse contre l'égalité des droits, migrants enlevés, tabassés et laissés pour morts par des milices à Calais, large diffusion de thèses réactionnaires, xénophobes et islamophobes, intensification du quadrillage répressif des quartiers populaires et violences policières impunies, manif interdite et criminalisation croissante de toute contestation, score inégalé, vous l'avez dit, du FN à toutes les élections depuis 2012, sous des formes disparates et encore embryonnaires, écrivez-vous, mais dont la seule énumération dit la sclérose de la politique française à l'âge néolibéral, c'est le fascisme qui s'annonce non comme une hypothèse abstraite, mais comme une possibilité concrète. Vous l'avez dit, des sondages annoncent Macron-Le Pen au 2e tour et parfois un 2e tour serré. Est-ce que le Rassemblement national ou une alliance des droites extrêmes est aux portes du pouvoir aujourd'hui ? Je pense qu'il faut répondre positivement à cette question. C'est-à-dire qu'on n'est plus face à une espèce d'hypothèse théorique, effectivement, un peu abstraite, ou à une espèce de
de jeu qu'on jouerait pour faire peur aux gens ou aux enfants, ou pour faire une marionnette qu'on agiterait pour faire voter pour le candidat centriste, ou de droite, ou de centre-droit, ou de centre-gauche. Ce qui est par ailleurs un jeu qu'ont joué les partis de centre-droit ou de droite et les partis de centre-gauche, notamment le PS, en agitant la menace du FN. Bon, mais aujourd'hui, c'est plus une menace abstraite. C'est effectivement une possibilité tout à fait concrète que l'extrême droite se retrouve, l'extrême droite historique, le Front National, devenu Rassemblement National. Mais en réalité, les idées n'ont absolument pas changé, les propositions n'ont pas changé, y compris le personnel dirigeant du Rassemblement National est issu du personnel dirigeant pour l'essentiel du Front National. Donc que ce parti, effectivement, accède au pouvoir politique. Alors après, Alors on dit toujours, il y a un plafond de verre pour le Front National. Vous dites dans votre livre, la possibilité du fascisme, elle est généralement balayée d'un revers de main par les commentateurs en disant ça n'arrivera jamais, la France est allergique au fascisme. Ce qu'on constate aussi, vous l'avez dit, c'est qu'à chaque élection, ça monte. On avait quand même 10,5 millions de gens qui ont voté pour Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle de 2017. Il ne peut plus y avoir de plafond de verre à partir du moment où une très grande partie du champ politique et médiatique reprend en boucle une très grande partie du programme électoral du Front National et de ses éléments de langage, comme on dit. Quand vous avez à la télé, sur des chaînes d'information en continu, des chroniqueurs d'extrême droite qui appartiennent explicitement à l'extrême droite, des journalistes ou des pseudo-journalistes de Valeurs Actuelles, des gens de l'Incorrect, des gens de Causeur, j'en passe et des meilleurs, mais des André Berkov, je pourrais énumérer, j'ai essayé avant de venir de me rappeler mais c'est impossible de faire la liste complète aujourd'hui des chroniqueurs d'extrême droite. Et Éric Zemmour sur CNews qui nous fait comprendre qu'il pourrait être candidat à la présidentielle de 2022. Bien sûr, ça se bouscule parce que l'espace politique est important. En fait, le sondage dont vous parlez donne au premier tour Marine Le Pen, si je ne me trompe pas, à 27%, et Dupont-Aignan, qui est pourtant pas au mieux de sa forme parce qu'une grande partie des cadres de son mouvement sont partis au RN, il le donne autour de 7%. Ce qui veut dire que l'espace en fait, de l'extrême droite est autour, en tout cas potentiel de l'extrême droite à ce stade, est autour de 35%. Bon, évidemment, ça donne envie à d'autres, Éric Zemmour, peut-être Marion Maréchal, à un moment Michel Onfray, puisqu'aujourd'hui c'est devenu un idéologue d'extrême droite, ça donne envie peut-être d'aller sur ce terrain électoral pour peut-être se tester, etc. Bon, mais il n'y a plus de plafond de verre. Alors, vous écrivez, et après j'en viens un peu à Emmanuel Macron, à une deuxième partie de votre livre qui est toujours valable aujourd'hui. Vous écrivez, le Front National, c'est un parti néofasciste en gestation. J'ai deux questions là-dessus. Est-ce que pourquoi d'abord c'est un parti néofasciste en gestation, ce mot fasciste, il est souvent rattaché à l'Italie des années 30, donc il y a une tradition historique du mot fasciste. Donc pourquoi parti néofasciste en gestation? Et surtout, est-ce que les 10 millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle en 2007 sont eux aussi des néofascistes potentiels, ou est-ce que c'est plus compliqué? Alors, c'est plus compliqué pour répondre à la deuxième question, mais j'en viens à la première. C'est un parti qui n'a pas la structure des partis fascistes classiques, au sens où il ne dispose pas, par exemple, de milices armées, de masse, qui était quand même une des particularités du fascisme historique, disons. Mais c'est un parti qui n'a jamais renié, en fait, l'idéologie fasciste. Il ne le dit pas, évidemment. Personne ne peut se réclamer du fascisme en tant que tel sans être condamné à l'état de groupuscule, quoi. Donc, évidemment, il ne s'en réclame pas, mais l'idéologie d'une purification nationale par régénération et par purification, d'une régénération nationale par purification du corps social, et en l'occurrence d'une purification de type ethno-racial et aussi d'une purification politique. Il y a des dirigeants du FN qui sont très clairs sur le fait qu'il y avait une citation que j'avais utilisée dans une tribune où un représentant national du FN disait que la gauche et les mouvements sociaux seraient mis hors d'état de nuire si le FN parvenait au pouvoir. Bon, donc en gros, un racisme décomplexé, une ségrégation institutionnalisée et un autoritarisme d'État démultiplié par rapport à ce qu'il est déjà aujourd'hui. C'est ça le projet du FN. Donc c'est de l'ordre du projet fasciste. Par contre, ils n'ont pas effectivement les moyens en termes de corps militants, de milices, etc., du fascisme historique. Et d'ailleurs, ils ne cherchent pas à se les donner. Et sur les électeurs, est-ce qu'il y a est-ce que les gens qui votent pour Marine Le Pen et qui voteront pour Marine Le Pen dans la prochaine échéance présidentielle partagent cette idéologie, une idéologie fasciste, ou que vous qualifieriez de fasciste, ou est-ce que c'est aussi l'expression d'un vide électoral, d'une gauche qui a déserté? Comment vous voyez les choses? C'est assez hétérogène, évidemment. Je pense quand même que ce qui fait le lien entre, y compris des couches sociales qui ont des intérêts très différents et qui peuvent voter pour le Front National, y compris donc des couches populaires, mais aussi des couches moyennes, y compris parfois favorisées, et évidemment des membres des classes favorisées. Ce qui fait le lien, c'est à la fois un nationalisme exacerbé
et des formes de xénophobie qu'on retrouve quand même quand on regarde les études sociologiques ou de politique sur le Front National. Ce qui est commun à l'électorat, c'est assez souvent quand même la xénophobie, notamment anti-migrants. Bon, et par ailleurs l'appel à rétablir l'ordre, la sécurité, etc. Mais par contre, c'est vrai que un des succès du Front National est lié à sa capacité à capter et à exprimer politiquement une part de la colère sociale. Bon, et de la détourner vers des ennemis imaginaires. Parce que évidemment, à l'heure de la crise sanitaire, à l'heure de la crise des hôpitaux, à l'heure des licenciements en masse, à l'heure de la pauvreté de masse, évidemment que ce ne sont pas les migrants qui sont responsables de ça. Que ce sont des décennies de politique néolibérale, que ce sont les choix que font les grandes entreprises capitalistes, etc. Et le Front National n'a en réalité aucune proposition qui permet de s'attaquer à ces politiques-là, en réalité. Vous dites son programme est néolibéral, d'une certaine façon. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, il n'est pas anti-néolibéral. C'est un parti qui ne remet pas frontalement en cause les éléments les plus fondamentaux du néolibéralisme. Il ne remet pas en cause d'ailleurs ni l'exploitation patronale, il n'a pas de proposition permettant en réalité d'augmenter de manière importante les salaires, par exemple, ou d'embaucher largement parmi les millions de gens qui cherchent aujourd'hui un emploi. Donc ce n'est pas un programme à évidence qui est en faveur des classes populaires. Pour en revenir au début de notre émission, Darmanin, Le Pen, ce débat, Darmanin, membre du gouvernement d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron 2017, c'est je suis le contraire de Marine Le Pen, je suis le contraire du Front National, je suis l'antithèse aussi de Donald Trump qui vient d'être élu à l'époque aux États-Unis. C'est très présent dans le contexte de son élection à l'époque. En quoi, et ce débat le montre d'une certaine façon, en quoi les 4 ans qu'on a vus de présidence Macron actualisent ce que vous appelez les possibilités fascistes en France ? En réalité, toutes les tendances que j'avais essayé de mettre en évidence quand j'ai écrit ce livre autour de 2016-2017 se sont accentuées depuis. Vous parlez d'État néolibéral autoritaire. Alors, l'autoritarisme s'est clairement accru et le signal de ça, c'est à la fois l'état d'urgence sanitaire et la loi sécurité globale. Bon, j'en fais pas l'analyse ici, mais chacun pourra aller voir de quoi il ressort. Sur le plan de la montée du racisme et de l'islamophobie, la loi séparatisme, mais aussi par ailleurs les pratiques du gouvernement en matière d'expulsion, les discours qui sont tenus, y compris par Gérard Collomb quand il était ministre de l'Intérieur, reprenant l'idée de submersion migratoire, qui est en fait une expression traditionnelle de l'extrême droite, etc. Bon. L'ensauvagement, Gérald Darmanin, c'est celui évidemment, qui l'ensauvagement. Gérald Darmanin ne fait pas référence à Aimé Césaire. Aimé Césaire disait qu'il y a eu un ensauvagement de l'Europe à travers le colonialisme qui a permis le nazisme. Bon, quand Darmanin reprend l'ensauvagement, il le reprend à Laurent Oberton, qui est un idéologue identitaire. Donc oui, évidemment, toutes les tendances que j'avais essayé de mettre en évidence, c'était à la fois les éléments de crise sociale, donc bien d'ailleurs montrés par le mouvement des Gilets jaunes, les tendances à l'autoritarisme et les tendances à la montée du racisme se sont accentuées. Précisément parce que quand vous menez pas une politique en faveur des classes populaires, quand vous menez de fait une politique en faveur d'une toute petite minorité et que vous voulez pas mettre de l'argent dans les services publics, que vous ne voulez pas vous en prendre au patronat qui licencie en masse alors que l'État donne de l'argent à ces grandes entreprises, notamment Sanofi par exemple en ce moment, eh bien vous êtes amené à faire de la surenchère, de la démagogie xénophobe, autoritaire, raciste, pour essayer de grappiller l'électorat de droite et de l'extrême droite. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Sarkozy. En fait, Macron a commencé en Jacques Delors, ni droite ni gauche, je suis libéral, etc. Il finit en Sarkozy. Alors... encore une ou deux questions. On imagine avril 2022, c'est dans un an à peu près, une grosse année. Deuxième tour, Macron-Le Pen, Hugo Pallietta, citoyen français, vous faites quoi ? En fait, je pense que c'est une question, à mon avis, qu'il ne faudrait pas se poser comme ça. La question qui est Beaucoup posée... de gens se la poseront. Ils se la poseront à ce moment-là, mais il me semble que la question qu'on devrait se poser à l'heure actuelle, et qu'il faut prendre tout à fait au sérieux, précisément parce que l'hypothèse, pas simplement de Le Pen vainqueur, mais l'hypothèse d'un deuxième tour Macron-Le Pen, qui serait un désastre pour les classes populaires, pour les minorités, pour les jeunes, qui serait un désastre, il faut en quelque sorte imaginer tout ce qui permettrait d'éviter cette fausse alternative. Bon. Donc, est-ce que c'est la gauche dont vous dites aussi qu'elle s'est effondrée, qu'elle est effondrée aujourd'hui ? Bien sûr, d'une certaine manière, c'est la question des mouvements sociaux, comment on arrive à avoir un plan de bataille
disons, relativement unifié qui permet de relancer les mouvements sociaux à une échelle importante et permettant de montrer qu'il y a une autre société possible, qu'il y a une autre voie possible. Et par ailleurs, évidemment, il y a la responsabilité de la gauche et d'une gauche qui a une responsabilité énorme, en l'occurrence dans la montée de l'extrême droite, parce que à chaque fois qu'elle s'est retrouvée au pouvoir, en tout cas ce qui faisait office de gauche, disons le Parti socialiste en parti dominant, disons, n'a jamais ouvert une alternative réelle au néolibéralisme et donc a mené des politiques de droite qui ont donné l'idée qu'il n'y avait pas d'alternative possible et donc finalement de l'eau au moulin de l'extrême droite qui dit « nous sommes l'alternative ». Merci Hugo Paglietta, sociologue. On rappelle votre livre « La possibilité du fascisme » paru en 2018 à La Découverte.